Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle discussion Hall of Fame et encore une fois avec Antoine 230 livres, salaud d'être avec moi et on l'avait promis, on l'avait annoncé la semaine dernière dans une Hall of Fame dont on n'est pas peu fier, la discussion Marvin Hagler, on vous a annoncé et tu es de retour avec moi pour mettre autant de chaos que Thomas une fois. Aussi légendaire soit-il, une carrière où il y a creusé, il y a des pépites à redécouvrir. Oh, combien de pépites à redécouvrir. Alors, c'est normalement ma question traditionnelle avant qu'on commence par le début de l'histoire. Antoine, ta première rencontre avec le phénomène Thomas Hearns, est-ce que tu peux nous la raconter? Alors la première rencontre, c'est Hagler Hearns. Voilà. Il est mythique, il est précis. Canal vient d'arriver. Mes parents l'ont pas. Je suis chez un copain, il y a une rediff en journée de Hagler Hearns et je vois le combat. T'es électrisé. Je suis complètement halluciné. Alors j'avais vu déjà la couverture du combat dans l'équipe magazine. Il y avait eu quand même des portraits d'Hearns et Hagler, etc. J'avais vu ça de façon assez ça me titillait quand même un peu. Hein. C'était la boxe américaine, c'était glamour, c'était tout ce que tu veux. Il y avait déjà, il y avait un parfum de mythe même quand on connaissait pas. J'étais gamin. Et donc je vois Hagler Hearns et voilà, le simple fait d'avoir participé à ces 8 minutes là, c'est un truc tellement insensé, tellement incroyable que ça m'ouvre. Alors même si c'est tout le monde le sait, Hagler qui l'emporte, Hearns a depuis une place très spéciale parce que il est le gars qui a pu livrer ce spectacle-là avec Hagler. Et j'ai découvert que un peu plus tard, et notamment aidé par mon frangin, ce que c'était que Thomas Hearns au-delà de ce combat-là, et c'est vraiment la partie, c'est vraiment une partie. Alors en plus, c'est un peu cruel avec lui, mais on en reparlera, Captain. Une des petites injustices qu'il y a avec Hearns, c'est qu'il a des défaites très très mythiques. Il a des défaites, et que ses grands succès mériteraient peut-être d'être un peu mieux vendus, un peu plus clamés, proclamés. Et voilà. Alors on est là pour ça. On est là pour ça, effectivement. Voilà. Et puis bon, je savais que c'est ce jour de 80, enfin du printemps 80, presque jaloux. Alors moi, ça arrive plus tard. Voilà. Je suis complètement dans mon boom de passion boxe 92, 93, tout ça. Mais je suis très très branché justement Evander Holyfield, enfin comment dire les noms importants de l'époque, surtout Evander. Si je me souviens bien, il y avait Tyson, mais Tyson avait déjà ses problèmes en 81, 92. Je n'ai pu voir qu'un combat à cette époque-là de Tyson, c'était contre le deuxième contre Azervodok, si je me souviens bien. Bref, et donc en fait vraiment, tu sais, avoir des images qui aillent avec, des photos parfois que je pouvais tomber dessus, et encore. Et puis rappelons à nos amis pirates, les plus jeunes d'entre eux, qu'il y avait pas YouTube, hein, voilà. Et donc ça, en fait, la découverte, la véritable rencontre arrive en 94 parce que on est plutôt dans la dernière partie de la carrière de Thomas, mais on y reviendra. Et il fait une campagne chez les Cruiserweight et la chance de le voir en sous-carte d'une grande réunion de Don King, même s'il n'était pas signé par Don King à l'époque, en Cruiserweight. Et là, et ben justement, j'ai quelques photos à montrer. Voilà Thomas qui lève le poing parce que Thomas, ça pas tergiversé. Le Thomas Hearns ne tergiverse pas, tu vois. Boum, tac, merci, bonsoir. Voilà, alors je te raconte pas que le capitaine électrisé. Wow, oh, oui, d'accord. Le Hitman, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est le surnom d'un boxeur lui allait tellement bien, et ne trompait pas, était complètement révélateur, elle n'avait rien de factice. Et c'était un vrai choc, hein, franchement, et ça m'a électrisé. Donc voilà, et puis bien sûr, dans mon parcours de fan, bien sûr, au fil du temps, je suis revenu encore et encore sur toute sa carrière. Là. Et c'est un pan complet de carrière qu'on va refaire avec vous, mes pirates. Et je vous dis, on en parlait avec Antoine juste avant l'émission, on a fait l'exploit de vous faire Marvin Hagler en 1h08, mais franchement, je me dis que Thomas Hearns, on va vraiment dépasser ça parce que finalement, il y a beaucoup de choses à dire qu'on n'entend jamais. Alors, Antoine, on va reprendre par le début. Et le début, alors je vous ai mis cette photo-là en couverture. Encore une fois, je me répète, c'est une rengaine chez le Capitaine, mais ça vous explique
l'importance de Thomas Hearns aussi dans les années 80, ces athlètes de cette période avec Sport Illustrated qui venait complètement sceller le fait que c'était une grosse star et un grand nom du sport. Voilà, ça c'est 81 et ça vous annonce un grand combat qui va arriver dans les jours qui suivent. Voilà. Donc vraiment, c'était très important. Mais Ernst, c'est aussi l'histoire d'une association, boxeur-entraîneur, et peut-être la plus grande finalement, à bien y réfléchir. C'est celle-là. Regarde cette photo magnifique, Antoine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On a un jeune Thomas Ernst, on le reconnaîtrait presque pas, tu vois, avec Emmanuel Stewart. Ben, c'est une association légendaire. Ces deux hommes vont écrire une légende incroyable, Antoine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ernst était un très bon boxeur amateur. Il avait des caractéristiques physiques étonnantes, sachant qu'il a boxé à 140 livres, donc encore en dessous des poids welter. Il faisait 1m85, donc il était interminable, il avait des grands segments. Quand il était amateur, en fait, il tapait pas. Il a 155 victoires en amateur et uniquement 12 par KO, ce qui paraît hallucinant quand on s'intéresse un peu au mythe Tommy Ernst. Et une des forces de Stewart, quand il l'a pris sous son aile, ça a été d'en faire le hitman. C'est-à-dire un type qui non seulement était brillant techniquement parce qu'il aime cher, parce qu'il savait pas qui tapait. Donc il a appris le jab, il a appris le cross du droit, il a appris à avoir une boxe complète, il a appris à bouger, il a appris à utiliser son allonge. Et le punch, ça a été la cerise sur le gâteau. Là où pas mal de punchers s'appuient sur leur force naturelle et finalement on les base techniques, mais sont pas brillants. Lui, il a commencé par être un boxeur brillant. Et Stewart l'a transformé en une machine à gagner. Voilà. Tout à fait, une machine à gagner et une machine à détruire, comme tu le dis. Et c'est avec un aspect extrêmement scientifique. Je rajouterai, Antoine, que on oublie trop souvent Ernst parce que le mythe, encore une fois, le culte, parce que voilà, c'est encore un boxeur à qui il y a un culte autour de lui, fait qu'on oublie que, comme tu le dis, il a appris les bases, c'était un énorme fan de Mohamed Ali, il pouvait l'imiter à la perfection, ça on l'oublie un peu trop, mais dans certains combats, regardez, ça revient, regardez, on en parlera un peu plus tard, et comme tu le dis, le fait que l'allonge devienne à la fois sa meilleure défense, mais aussi la tête de son adversaire, c'est extraordinaire comme tu dis. Alors c'est un début de carrière, et en plus c'est un début de carrière qui va être à la boxe aussi. Comme tu le dis, pourquoi il n'a pas aussi beaucoup de KO au départ? Ça paraît fou à penser, mais le Hitman, quand il était jeune, il était bully autour de lui. C'était une victime. Il vient à la boxe parce qu'il n'en peut plus. Et il veut changer. Avant tout, il veut changer ça. Voilà. Grand bien lui en a fait. Voilà. Et donc, début de carrière où tout va se jouer à Detroit. Donc, Thomas Ernst est quelqu'un qui va véritablement développer un public ultra fidèle à Detroit. L'Olympiade à Detroit, cette salle va devenir mythique. Voilà, il va Detroit qui est une ville de boxe, mais il y a un engouement qui revient. Il boxe au Joe Louis Arena, évidemment. Et puis alors, ça commence. Et c'est que des KO. C'est que des KO. Voilà, c'est simple. C'est que des KO. Et donc apparaît donc son premier surnom, on l'oublie un peu trop souvent, c'est le Motor City Cobra. C'est le Cobra de Détroit, tu vois, et qui représente bien cette boxe-là, surtout avec ce physique, comme tu dis, si atypique. Et puis, alors je sais pas si t'as des combats dans son début de carrière auxquels tu veux revenir, mais bon, il est évident qu'on va revenir sur sa prise de titre chez les Walter, qui est quand même hallucinante. Il va taper en 1980, début, je sais plus, non, c'est été 80, dans la Joe Louis Arena, bouillante, la Joe Louis Arena, pour son poulain. Il va taper Pipino Cuevas, qui lui-même a été un ancien adversaire de Roberto Duran, si je me trompe pas. Et là, écoute, j'en finis, après je te laisse parler.
C'est 2 rounds où, comme tu le dis, il va appliquer sa boxe, où il va poser sa distance, et puis il y a, écoute, sur l'échelle de Richter, il lui met un 12 sur 10 à mon avis, parce que la droite que prend au deuxième round Cuellas, et il devient un légume. Il devient un légume, c'est hallucinant à voir, et donc là, il prend une ceinture, et on se dit, le Motor City Cobra, waouh, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu retiens de cette prise de titre chez Walter? Alors, il y a une image qui est très marquante. Il faut voir ce combat. Déjà, il est pas très long, mais il faut voir ce combat parce que c'est l'avènement d'un très grand. L'image, c'est lorsque au deuxième round, alors Cuevas est dans la lumière des phares. Hein. C'est pas un boxeur qui techniquement est hyper doué et il n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'il voit ce type interminable qui donne son jab, qui a une allonge infiniment supérieure, et Cuevas sait pas quoi faire. Cuevas était un gros puncher, mais qui devait s'approcher et qui n'avait pas toujours la méthode pour le faire. Et donc, la première fois qu'il va au tapis, la première grosse droite qu'il prend, en fait, on voit ses genoux fléchir d'un coup. L'image est extrêmement impressionnante. Il danse une espèce de gigue sur place, et très vite, c'est presque un mouvement de danseur. Et très vite, Ernst lui en met une deuxième pour l'allonger. C'est hyper impressionnant. Moi, les genoux de Cuevas, c'est une des images que j'associe le plus à Tony Ernst. Alors, comme tu l'as dit, pendant les 2-3 ans de carrière pro qui ont précédé sa prise de titre, il a aligné plein de mecs. Il a combattu une grosse vingtaine de fois. Il s'est vraiment donné. Il a montré très vite donc sa prédisposition, enfin sa découverte de son punch par la grâce d'Emmanuel Stewart et du Kronk Gym, et il a donné l'impression d'être un boxeur quasiment invincible. J'invite malgré tout, alors tous ceux qui veulent creuser le sujet, à regarder son combat contre Harold Weston, qui est, alors si je dis pas de bêtises, c'est un combat où Ernst c'est pas encore un challenger mondial, il se raffine encore un peu, et on voit qu'un boxeur qui a un peu de skills, qui est capable de s'approcher, peut lui causer des problèmes. Ernst gagne quand même parce qu'il blesse Weston à l'œil, ça lui arrivera souvent, mais on voit qu'un boxeur qui arrive intelligemment à s'approcher et à pas lâcher sa proie aura sa petite chance contre Tony Ernst, ça se vérifiera par la suite. Tout à fait, c'est très vrai. Et donc, le Motor City Cobra a la ceinture chez les Walter. Il fait véritablement peur, et c'est pas peu de le dire parce que les images font peur, et les gens autour du ring ont peur. De toute façon, l'année 80 et début de l'année 81, il continue à mettre des gros KO qui font mal. Moi, je me souviens de celui contre Andy Shields. Et donc, arrive le combat que chez les Walter on attend tous. Il y a un parfum de ce combat qu'on essaye d'appliquer d'ailleurs aujourd'hui avec un autre duel qu'on aimerait chez les Walter. On se dit il y a ce parfum là peut-être de combat de duel chez les Walter. J'en dis pas plus, mais c'est Léonard qui lui aussi, un peu comme il l'a fait contre Hagler, tournait autour de Ernst, était déjà souvent ringside à ses combats et tout ça. Et donc, en 1981, quelle belle année, arrive ce combat à Las Vegas. On pressentait, à l'époque, tout le monde pressentait que ça allait être grand. Bon c'est juste légendaire. Ernst Léonard, au Caesars Palace. On est encore sur du 15 rounds. C'est un des plus grands combats de l'histoire. Alors, quand t'as un tel monument à décrire, c'est pas facile. Alors, je te laisse la main, Antoine. Alors, que dire de ce combat? Alors c'est pas un duel d'invaincus, parce que Léonard a dû encaisser sa première défaite en carrière contre Duran. Malgré tout, ça reste le chouchou
parce que c'est Léonard, parce que c'est le beau sourire, parce que c'est la belle image, parce que c'est la médaille olympique. Horns n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques en 76. C'est une de ses frustrations, il était blessé. Donc il a dû aller en pro un peu comme Hagler sans avoir pu avoir la reconnaissance ultime à ce niveau de compétition. Et en effet, donc d'un côté il y a le chouchou du public, de l'autre il y a la grande faucheuse. Et effectivement, ce combat démontre que Ernst a un bon punch, évidemment, parce qu'il va progressivement travailler et fermer l'œil de Léonard. Donc ça, on sent bien sûr qu'il y a une puissance d'arrêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la dynamique du combat, jusqu'au 13e round, au fond, en boxe pure, Ernst domine. C'est-à-dire que Ernst, c'est la grande faucheuse. Il est censé allonger Léonard comme les autres. Mais il domine techniquement. Il domine grâce à son jab, à son cross. Il domine parce qu'il impose sa distance. Il domine parce que Léonard y arrive pas. Tout brillant techniquement qu'il soit, il y arrive pas. Et au fond, sur le papier, Ernst est le puncher et Léonard est le technicien. Mais le dénouement du combat, c'est Léonard qui va assumer le fait qu'en boxe pure, il n'y arrive pas et qui va progressivement accepter la bagarre et imposer la bagarre à Ernst de près, à une distance à laquelle il est moins à l'aise, profitant un peu de la fatigue de Ernst également. Et donc au final, Léonard, qui a beau être réputé être un peu un gentil sur le ring, gentil, beau avoir boxé, etc., en fait, à la fin, il y va à la machette. Comment il fait pour avoir Ernst? Il y va à la machette, il va le déglinguer de près. Et il faut du cran pour ça, parce qu'il faut accepter d'en prendre. Il l'a fait parce que Léonard était un type qui, entre autres qualités, avait un certain menton. Et au final, il renverse les rôles, et c'est lui qui va imposer la bagarre à Tommy Ernst, et c'est lui qui va gagner comme ça. Le combat est malgré tout magnifique. Ernst a raison, était en avance au point lorsqu'il est arrêté au 14e round. Déjà au 13e, Léonard manque de sceller l'affaire en balançant Ernst entre les cordes. C'est assez impressionnant. Les deux ont montré leur grandeur ce soir-là. Très objectivement, là encore, il fallait un vainqueur et c'est peut-être la plus belle victoire de Ray Léonard parce que là, on a affaire à un vrai combat. C'est pas le combat contre Hagler. C'est peut-être la plus belle victoire de Sugar Ray. Et pour Ernst, certes, c'est une première défaite en carrière et ça fait toujours mal, mais quelle première défaite en carrière? Il perd en bonhomme, il perd, mais il perd aussi, et puis de toute façon, c'est aussi, Thomas Ernst, c'est un caractère aussi, hein. Est-ce que tu penses que Thomas Ernst, comme on le disait avec Marvin Hagler, ou toutes ces grandes légendes, est-ce que tu penses que ça vit bien une défaite? Bien sûr que non. Ça ne vit pas bien une défaite, hein, une légende comme ça. Et puis, il peut s'en vouloir parce que c'est un combat c'est un combat ultra technique et pendant qu'ils font le combat, on a vraiment cette sensation aussi qu'ils sont en conscience de ce qu'ils jouent sur l'échiquier technique ou l'échiquier stratégique. C'est-à-dire que c'est vrai que le départ du combat, Ernst est clairement devant, boxe mieux, fait toujours poser sa distance. Généralement, il le fait très bien, et on en reparlera un petit peu plus tard. Ça se voit sur d'autres combats quand il est un peu plus lourd, où il met pas un jab, il pose son bras et ça complique les choses. Enfin bref, il y a plein de détails techniques. Il y a un moment, je crois, vers le 4e ou le 5e, où Léonard, pour une première fois, arrive à briser la distance et se sent mieux et à des choses, donc c'est-à-dire à déjà des indices de ce qu'il faut vraiment faire. Et puis après il décélère, la distance revient de Ernst. Ernst aussi, à un moment il est mal, je crois, dans le 7e, mais au lieu de paniquer ou au lieu de rentrer dans une bagarre, ce que les deux pouvaient faire, Ernst reste de sang-froid et réapplique tranquillement sa boxe et laisse passer l'orage. Donc c'est un combat d'une extrême intelligence, tu vois. C'est un combat où les deux acteurs vont au bout d'eux-mêmes. C'est des guerriers, c'est à la fois des guerriers, mais c'est ultra cérébral. C'est ultra cérébral, et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que ce combat, effectivement, est dans le Panthéon et le restera pour toujours. Je vous conseille d'étudier ce combat. Il est énormissime. Donc, Léonard, comme tu le dis, plus grande victoire. Ernst, première défaite. Bon, bien sûr, on le sait, et c'est insupportable, évidemment, à vivre pour ces boxeurs-là. Mais c'est un summum. Mais en même temps, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de l'histoire.
une histoire qui va être très longue. Donc on aura encore énormément de choses à dire sur cette soirée du 16 septembre 1981. Voilà. Mais donc, après cette défaite, euh, euh, notre ami Thomas Hearn, à la fois se réinvente et revient dans le bain. Enfin, se réinvente, c'est peut-être beaucoup, mais dès l'année suivante, si je me trompe pas, hein, c'est dès l'année suivante, il revient avec un premier combat de retour. Il reboxera plus en 81, il reboxera qu'en 82. Voilà. Et le deuxième combat, tout de suite, ben, on l'oublie un peu ce combat-là. Je suis tellement content que tu sois avec moi, parce que quand tu t'apposes les deux noms, tu te dis, mais attention, c'est le match-up de légende, on l'oublie. Dans la continuité, eh ben, il va prendre Benitez, hop, je te le mets là, voilà. On est à la Nouvelle-Orléans, au Superdome, donc il y avait du public. En plus, en sous-carte, il y a Wilfredo Gomez contre Lupe Pintor. Enfin, moi, tu sais, Antoine, le jour où la DeLorean est disponible, je viens te chercher, je sais à quelle date on va. Hein. Je sais à quelle date on va pour faire plaisir à Antoine. Hein. Ouais. On va le 3 décembre 82. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Tu vois. Et donc, Wilfredo Benitez, Thomas Hearns, combat trop oublié, mais encore une fois, seras-tu d'accord avec moi, Antoine, combat ultra technique. Oui. Oui, complètement. Complètement. Alors, c'est vraiment une parenthèse, mais écoutez le Captain et regardez, on est un tout petit peu hors sujet, mais regardez Gomez contre Pintor, c'est peut-être mon combat préféré de tous les temps. J'en dis pas plus. Regardez ça, c'est monstrueux. C'est voilà, c'est admirable, c'est intense, c'est plein d'émotions, c'est technique aussi, il y a des rebondissements. Enfin bon, regardez ce combat. En comparaison de ce combat-là, Benitez contre Hearns paraît d'autant plus parce que les deux petits ils se sont mis une misère absolument terrifiante pendant 14 rounds, et donc derrière Hearns contre Benitez, tout de suite c'est plus cérébral comme tu dis. Alors ces deux boxeurs qui ont un point en commun, c'est que leur seule défaite en pro c'est contre Léonard. Donc il y a un côté aussi, rédemption, il y a un côté bien montrer que Léonard est peut-être le patron, mais quel est le dauphin, Benitez finalement, ça sent la poudre. Alors on connaît ses qualités techniques immenses. Le Sterdon avec Benitez était toujours réussi. Ouais. Celui-là est un modèle. Alors merci beaucoup de remettre l'image parce que c'est magique. Ouais. On voit d'ailleurs que Benitez c'est pas petit pour la catégorie, mais on voit combien Hearns c'est grand parce qu'il le regarde vraiment de haut. Il y a un truc à dire aussi sur le regard de Hearns d'ailleurs. On en reparlera peut-être au moment d'Hagler, mais Hearns, contrairement à Hagler, Hagler avait l'air fâché. Il faisait peur parce qu'il avait l'air fâché. Il avait une revanche à prendre sur la vie, sur le monde. Hearns, c'est un peu différent. Il a un regard qui va très bien avec son surnom, assez vide. C'est ces regards-là qui m'impressionnent le plus. C'est un regard sans beaucoup d'émotion. Exact. Un regard de type pour lequel tu comptes pas. Et ça, pour moi, Hearns, il peut pas faire une poker face, mais Hearns, il peut faire une dead face. Pour moi, c'est le visage de la mort quand on vient te chercher. C'est le regard de Thomas Hearns. Tu vois, là, tu sais que c'est fini pour toi. Hein. Et puis en plus, quand se rajoute effectivement ce qu'on connaît de lui et ses qualités, effectivement, le mec d'en face était forcément un petit peu impressionné. Eh oui. Alors, ce combat contre Benitez, il est intéressant parce que là encore, Hearns rappelle à la terre entière que c'est pas que un énorme puncher. Il boxe et il gagne en boxe pure contre Benitez, ce qui est quand même un exploit. Alors on sait que Benitez n'était pas très porté sur l'entraînement, on sait qu'il a commencé à être décliné assez jeune, etc., etc. N'empêche que ça reste un très grand nom et que Hearns, ce combat-là, il le gagne techniquement avant tout. Là encore. C'est le patron pour la distance, c'est le patron au centre du ring, c'est le patron parce que c'est au jab finalement, je crois qu'il s'abîme la main pendant le combat, donc il impose son jab et il gagne essentiellement avec la main gauche, passer la mi-combat. Alors il envoie les Benitez sur le derrière une fois, mais au final il a gagné à l'escrime de points. Et gagner à l'escrime de points contre un mec comme Benitez, ça prouve qu'une chose, c'est qu'on est un très très bon technicien. Tout à fait. Et pour certains rounds, Léonard, ne serait-ce que pour survivre, doit être exemplaire.
dans ses mouvements, dans ses mouvements, dans chaque geste pour ne serait-ce que pouvoir respirer. Et c'est là que on voit la différence de vista entre des légendes comme Léonard et Benitez et les premiers adversaires de Hearns, qui eux ne pouvaient pas, juste pas ça. Et là, Benitez, rien que pour survivre, regardez, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Et c'est toujours des hanchements, des axements, tout ça, mais pour survivre, parce que Hearns ne fait aucune erreur, ne tombe pas dans l'émotionnel. Donc il pose voilà, la distance est incassable ce soir-là. Et donc ça fait très mal. Moi je souffre beaucoup quand je revois ce combat, à chaque fois je ressouffre beaucoup pour Benitez, mais du point de vue de Hearns, écoute, là on a peut-être un des combats où il assoit sa boxe et c'est vraiment visible pour tous ses fans. C'est un combat référence en tout cas pour la boxe de Hearns 101 comme on dit aux États-Unis. Voilà, donc un combat qui je sais qui est cher dans ton cœur. Voilà, avec les personnes concernées. Et donc victoire sur Benitez, forcément Hearns. Voilà, ça commence à faire oublier un petit peu la défaite de l'année précédente. Voilà, il y a encore une année 83 qui est une année où il ne va boxer qu'une fois. Et en fait, je pense que Hearns, fin 82-83 et début 84, il est dans cette logique de changer de poids, de changer de catégorie, voilà, et tranquillement, doucement, il monte de catégorie, voilà, et puis va arriver quelque chose là qui est ultra spectaculaire, et quand on dit Thomas Hearns, il y a un bruit qu'on entend toujours de lui, c'est ça. Ça arrive en 84. Roberto Duran. On est dans l'arena outdoor du Caesars Palace. Le 15 juin 84. Il devait déjà bien faire chaud à ce moment-là. Dans le désert du Nevada. Thomas Hearns qui est avec son short iconique jaune du Krong Gym. Contre Roberto Duran qui sort lui l'année précédente du combat contre Marvin Hagler, où il s'en est bien sorti. Voilà, on est chez les super welter. Thomas Hearns, ça va prendre 2 rounds. Roberto Duran, qui pensait peut-être la faire à l'envers, comme il avait réussi avec Hagler. Alors là, que nenni, Roberto. Voilà. Et puis, avec ce coup, avec ce bruit, cette droite, qui aurait pu assommer une dizaine de chevaux plutôt. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? J'ai envie de t'entendre là-dessus. C'est la soirée électrisante. C'est un peu comme quand tu te tapes avec un maillet sur une carcasse de bœuf, quoi. C'est à peu près le bruit que ça peut donner. Tout à fait. Ce qui est extrêmement impressionnant à l'époque, c'est que il s'est un peu remplumé. Donc on est en super welter, donc il a pu prendre quelques livres. On s'aperçoit en fait pendant sa période super welter que Hearns était un peu léger à 147. Effectivement, en welter, il devait s'assassiner. Il était vraiment très fin. Ça a pu lui poser des problèmes d'endurance d'ailleurs à la fin de son combat contre Léonard, parce que faire 147 livres à 1m85, c'est vraiment pas évident. À 155, il est plus à son aise. À 154, il est plus à son aise. Et donc, ça va se voir. Il est physiquement, visuellement plus à l'aise, plus remplumé. Ça s'est déjà vu contre Benitez. Il tape toujours aussi fort. Et il y a toujours un différentiel extrêmement important en termes de taille, en termes de gabarit avec ses adversaires. Pour moi, même s'il n'est pas resté très longtemps en super welter, il est là à son apogée. Pour moi, c'est alors il aura 2 victoires importantes, Benitez et Duran dans cette catégorie, mais au final, il y sera resté assez peu de temps. Je crois néanmoins qu'il n'y a pas plus fort que le Hearns de cette époque-là, et également, on pourra en débattre, et je crois aussi que c'était peut-être sa meilleure catégorie. Je crois pas qu'il y ait eu un type en super welter de l'histoire qui était supérieur à Thomas Hearns. Potentiellement, c'était la machine parfaite. C'était le type. Alors, des gens ont peut-être un plus beau palmarès que le sien parce qu'ils auront duré plus longtemps dans la catégorie.
mais en termes de moyens physiques, en termes de potentiel, il était, à ce moment-là, à mon avis, intouchable. Ouais. Ah oui, l'impression qu'il donne, la domination, l'impression qu'il met sur cette catégorie, même s'il est resté peu de temps, effectivement, c'est assez incroyable. Alors, selon moi aussi, cette victoire retentissante va enfin asseoir, même s'il a un combat légendaire avant, même s'il a un duel aussi de nom avant, ce qui est pas rien déjà pour une carrière déjà ultra remplie, hein, c'est que là, il assoit son nom en tant que nom que tu mets pour les big money fights. C'est-à-dire que c'est un nom que tu apposes à un autre grand nom. Voilà. Là, c'est instauré, Thomas Hearns, c'est une méga star, et donc avec lui, on peut faire des combats de méga stars entre elles. Voilà. Donc, c'est retentissant. Et puis ce coup, écoute, j'ai eu l'occasion, et j'ai pensé à cette soirée-là, parce que je me dis, ça a dû être à peu près le même phénomène, la même sensation que les spectateurs ont dû vivre. Moi, j'ai vu Adonis Stevenson. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il avait un short qui ressemblait beaucoup au short de Thomas Hearns. Adonis Stevenson, je l'ai vu aplatir Chad Dawson pour conquérir le titre des mi-lourds. Et je te dis, la gauche qu'il a mis, et j'étais loin, on l'a tous entendu. Hein. Le boom qu'il a mis, c'est encore gravé dans mon esprit. Et je me dis que la droite de Hearns, ce soir-là, ça, c'était du même acabit. Un truc qui reste gravé dans l'esprit de tout le monde. Et c'est retentissant, et bien sûr, ça marque la légende. Et la légende, peut-être là, du Hitman. Peut-être que là, définitivement, le Hitman prend le pas sur le Motor City Cobra. Seras-tu d'accord avec moi sur cette date? En tout cas, Hitman. Alors, je sais que historiquement, les gens de Détroit, en particulier la mairie de Détroit, n'aimaient pas beaucoup qu'on appelle Ernst Hitman. Ils préféraient l'appeler Motor City Cobra, tout simplement parce que ça donnait une sale image à la ville, ça renvoyait Détroit à son passé violent, ça renvoyait Détroit à ce qu'elle était en gros dans les années 70, avant qu'elle commence un peu à sortir de ce qu'elle était avant la Motown, avant General Motors, avant des choses plus florissantes. Donc Hitman, ça renvoyait la ville à son passé violent, mais la vérité, c'est que quand on pense aujourd'hui à Tommy Hearns, on sait qu'on l'a aussi appelé Motor City Cobra, reste que Hitman, ça correspond tellement au gars. Et Hitman, alors ça renvoie à un truc que j'ai peut-être pas suffisamment dit aussi jusqu'à présent. Hearns c'était un puncher, c'est sûr, tout le monde sait que sa droite était atomique. Hearns c'était aussi un bon finisseur, et pourquoi? Parce que il suffit pas d'avoir un gros punch. Beaucoup de mecs arrivent à faire mal à leur adversaire, mais n'arrivent pas à finir. Notamment parce que ils chassent la tête. On voit beaucoup ça dans la boxe contemporaine. Hearns, à partir du moment où il avait blessé son gars, voire où il l'avait envoyé une première fois au tapis, il savait poursuivre l'effort. En particulier, il avait un crochet gauche au corps horrible qui faisait que le type qui se protégeait la tête après avoir pris la droite finissait par baisser les mains. Parce qu'Hearns travaillait très intelligemment et dès que les mains rebaissaient, il les finissait. Et ça, c'est techniquement quelque chose de pas si simple, pas si évident à faire, qui fait aussi qu'on avait affaire à un boxeur extrêmement efficace. Voilà. Ouais. Hitman parce que le technicien du chaos, quoi, le mec qui savait finir son homme. Tout à fait. Mais ce fameux crochet gauche au corps qui lui face à de très 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 grands boxeurs lui posera des problèmes parce que Thomas donnait tout dans ses coups. Et d'ailleurs, sa main droite et sa main droite subira, on en parlera parce que ça joue beaucoup dans sa carrière. Il aura des opérations à la main parce qu'il va se fracturer la main parce que il donne tout dans ses coups. Ce qui est magnifique à voir aussi chez Hearns, c'est qu'il y a un peu comme Johnny Tapia, c'est que quand il donne un coup, c'est toute son âme qui met dans le coup. Et donc sur le crochet gauche au corps, il avait cette tendance que peu pouvaient jouer dessus, notamment Léonard, c'est qu'il s'ouvrait en haut, et donc il s'est souvent pris des contres. Léonard, il en a fait les frais contre Léonard, et puis aussi contre un autre boxeur, on en parlera un petit peu plus tard. T'as tellement raison. Donc, 84, le Hitman est bien là. On est sur maintenant, on dit bon, on peut faire des big money fights
en veux-tu, en voilà. Et ça va arriver forcément en 85, même si, n'oublions pas, à la différence de notre génération maintenant, entre deux grands combats, ils n'hésitaient pas à revenir, à remettre leur titre en jeu face à les challengers officiels de l'époque pour rester en rythme. Ça, voilà. Et donc, il va mettre KO son challenger officiel, je pense, par la suite. Et va arriver quelque chose dont on a parlé la semaine dernière. On va essayer de prendre un nouvel angle. Va arriver la guerre. Va arriver la guerre. Voilà. Hagler Hearns. Et donc, on va essayer de prendre un nouvel angle parce que, simplement pour rappeler à nos chers spectateurs sur YouTube qu'il y a cette magnifique discussion Hall of Fame Marvin Hagler où Antoine et moi-même sommes restés longtemps à disserter sur The War, cette soirée du 15 avril 85, si chère à nos cœurs. Donc, on vous conseille, le lien est dans la description si vous n'avez pas encore vu cette discussion Hall of Fame. Mais là, on va prendre du côté de Hearns, simplement de ce combat fou. On va essayer de pas se répéter. Mais du côté de Hearns, voilà, comme on l'avait dit, je pense qu'il est quand même surpris du game plan de Hagler qui donne tout dès la première seconde. Mais on voit ce qui donne une explosion nucléaire ce premier round où Hearns, justement un peu pris à froid, donne tout dans ses coups pour essayer de survivre, et donc ça donne, je veux dire, comme tu l'as dit, Antoine, c'est ce qui est fou, c'est que Hagler ait survécu, lui aussi, et donc un combat. Alors pour l'anecdote, Emmanuel Stewart est un peu foudrage dans les vestiaires parce que Thomas Hearns avait tout un crew. Il y avait toujours tout un gang autour de lui. Il y avait toujours une centaine de personnes dans le vestiaire. Enfin voilà, t'avais tout Detroit qui venait à Las Vegas avec lui. Hein, c'est incroyable. Et il y en avait qui s'étaient pris pour des entraîneurs du dimanche et qui avaient commencé à masser les jambes de Hearns. Et ça, c'est une anecdote que Emmanuel Stewart dira toujours parce qu'il a gardé en tête et qu'il était toujours frustré. Pourquoi on a massé les jambes, en plus, dans le mauvais sens, de Thomas Hearns avant le combat. Bref, donc déjà, ça partait mal pour Emmanuel Stewart. Et donc, écoute, Antoine, toi, es-tu encore choqué qu'il ait quand même réussi à tenir 5 rounds? Alors 5, plutôt 3, non? C'est. Sur l'impression visuelle que t'as quand tu regardes le combat, c'est quand même que j'ai dit tout à l'heure qu'il était parfaitement gaulé pour un super welter. Pour un moyen, ça ressemble aussi à quelque chose. Hein. Il est un chouille plus épais. Et vraiment, il y a une impression physique quelque part que c'est lui, alors qu'il vient de monter dans la catégorie d'Hagler, qu'il a encore jamais boxé en moyen, que c'est quelque part que le petit, c'est plutôt Hagler quand on les voit boxer l'un contre l'autre. Parce que le dos de Hearns est de plus en plus large, tu vois, le dos de Hearns c'est incroyable. Il a des dorsaux ultra puissants qui comptent dans sa force de frappe. Alors effectivement, il a des jambes fines. Ça, ce sera toujours un peu un échassier. C'est un peu comme Will Chamberlain en basket. C'est des types avec torse et bras puissants et jambes plutôt étirées. Moi, je reste ébahi par le menton d'Hagler. On en a parlé la dernière fois. Je crois que Hearns effectivement a commis une erreur dans ce combat-là. On a dit que c'était la façon de faire du crank gym, on a dit qu'au crank on n'apprend pas à s'accrocher, qu'on accepte le combat quelle que soit la distance, etc. On sait bien que lorsqu'Hagler arrive à imposer des échanges de près, ils sont à son avantage à lui, c'est sa zone, c'est sa distance. Et Hearns pris, j'allais dire, dans l'intensité du feu, dans l'intensité du combat, accepte la bagarre, alors que un type un peu plus rusé, un peu plus truqueur, se serait sûrement accordé des pauses et aurait essayé d'accrocher Hagler. C'est pas facile d'accrocher Hagler parce qu'il est très fort physiquement, donc c'est pas évident, mais sûrement qu'il fait un peu l'erreur tactique d'accepter la dureté, la cadence infernale du combat. Et effectivement, la catégorie est un peu nouvelle pour lui. Si je dis pas de bêtises, dans le premier round, les deux se mettent 60 coups. Je parle pas des coups ratés, je parle des coups réussis, ce qui est
monstrueux à ce niveau de Parce compétition. que ils mettent, Sans doute. il y a la mort dans chaque coup, hein. Des deux côtés, hein. Oui. C'est pas 60 Absolument, coups, absolument. c'est 60, 60 missiles, hein. Ouais. Et là, c'est pas loin de faire tomber Hagler, hein. Je le maintiens. Il y a un moment, là encore, on en a parlé la fois précédente, où Hagler reboot. Il passe après un coup, il bug pendant entre 1 et 2 secondes. On sent vraiment qu'il en a pris une qu'il n'avait pas prise avant. Et malgré tout, ça marche pas. Moi, je pense que tactiquement, Hagler fait le combat parfait en y allant comme un bourrin. Ernst aurait probablement pu essayer de temporiser mieux qu'il ne l'a fait. Mais on peut aussi le remercier de nous avoir donné ce combat-là parce que c'est parce que ça a duré 8 minutes que c'était aussi incroyable. Ouais. Ça a été, voilà, même s'il avait voulu temporiser ce qu'il pouvait faire, ce qu'il était en capacité de faire. Revoyez le combat contre Benitez. Et sauf que là, je pense que le tourbillon, l'ouragan Hagler a fait que tout était impossible. Et donc, il est passé, on oublie souvent, mais on n'est pas passé loin d'un drame, parce que regardez cette encore photo iconique, hein, certainement vous devez connaître, mais Ernst, il est porté par un de ses amis à la fin, il en peut plus, et là, il a survécu à quelque chose de terrible. Il est porté comme ça, hein. Il ne tient plus debout. Voilà. Et là, bien sûr, encore une fois, on vous renvoie au fameux documentaire Legendary Night de HBO, datant de 2003 sur cette soirée incroyable. Moi, alors on va enlever cette photo parce que pour tous les fans de Ernst, c'est une photo qui fait mal. On est bien d'accord. Je fais le montage visuel en même temps que je vous parle, mes pirates, vous le savez bien. Mais un truc, bon, plus anecdotique, mais moi qui me fait toujours rire, c'est que regardez, à l'époque, le Photoshop, le photoshoot, pas le Photoshop, des combats se faisait, il n'y avait pas de Photoshop justement, donc il n'y avait pas de montage. Les mecs étaient l'un en face de l'autre. Les mecs étaient là. Voilà, les mecs étaient l'un en face de l'autre. Moi, je me dis comment ça n'est pas parti en cacahuète à ce moment-là. Tu vois, c'est encore une question que je me pose. Comment ce n'est pas parti en cacahuète? Voilà, magnifique cette. Voilà, avec le fameux regard. Voilà, avec les fameux regards dont tu parlais, Antoine. On les voit bien là, ces fameux regards. Voilà, le regard de la mort de Thomas Ernst. Voilà, donc bon, ça fait 2 semaines de suite qu'on en parle de cette soirée du 15 avril 85, mais bon. Voilà, vous comprenez bien que cette soirée est un pan entier de la culture. Et donc, peut-être qu'on y reviendra encore une fois. On n'a jamais fini d'en parler. Voilà, donc, là, c'est comment dire, à la différence de ce qu'il a vécu contre Léonard, qui a une défaite difficile, là, c'est une défaite qui meurtrit profondément, parce que là, c'est indéniable que une guerre s'est déroulée sur son corps. Tu ne peux pas être le même après un tel combat. Et ce qui est tout à fait logique, tu ne peux pas être le même. Et donc, pour moi, c'est là où Ernst est grand. C'est comment il va continuer cette carrière après ça. C'est que il aurait pu être meurtri, il aurait pu avoir une carrière toute différente, moins avec moins enthousiasmante, moins forte, mais c'est là où il faut recreuser en tant que fan. C'est les après-défaites de Ernst, parce que pour moi je trouve que c'est fou. Il va revenir, on en a parlé aussi de cette soirée, il va revenir, son retour se fait en même temps que Marvin Hagler en 86. Où Marvin affronte Mugabe, et Ernst en sous-carte affronte, c'est son combat de retour, Schulters. Non, Schulers, je me trompe toujours. Schulers. L'affiche, vous l'avez dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez l'affiche. Et pour un combat de retour, ce qui est fou, c'est qu'il va enchaîner les KO. Mais les KO à la Thomas Ernst. C'est ça qui est génial, en restant chez les moyens. Et donc, et il ne perd il a vécu une guerre, mais
il reste confiant dans ce qu'il est et dans sa boxe. C'est ça que j'adore. Et il met des KO, mais on a complètement oublié. Il met un KO à Schuller, ce qui était quand même pas mal. Il enchaîne avec Mark Medal. Il enchaîne aussi un combat dur. Là, un combat dur contre Duke DeWitt. On oublie toujours, mais Duke DeWitt, quelques années après, il fera une guerre aussi contre Nigel Benn pour un titre de WBO. Tout le monde, j'en ai reparlé dans mon année 90. Gros combat de l'année 1990. Duke DeWitt. Duke DeWitt, c'est un fou. Hein. Je pense qu'il a laissé son corps à la science, il a laissé son cerveau à la boxe. Tu vois, il était fou. En plus, c'est à Detroit et tout. Et il cherche la bagarre, on sait toujours de toujours essayer de casser la distance. Le blueprint est là. Gros combat. Et il faut s'en sortir. Et il enchaîne aussi Denis Andriès. On oublie toujours, mais Denis Andriès, c'est un Anglais qui a fait une trilogie contre Jeff Harding, l'Australien. Jeff Harding, c'est lui qui a fini la carrière de Christophe Thiozo. Ouais. Tu vois? Oui. Donc, Thomas Hunt, il prend des mecs qui étaient des fous. C'était des fous, les mecs. C'était des fous, et on oublie complètement. Et contre Denis Andriès, si je me trompe pas, il récupère une ceinture, ou alors c'est le combat d'après. Mais c'est le combat d'après, et là... Le combat d'après, on va en reparler, à part, Antoine, si tu as quelque chose à dire sur cette période-là. Alors, comme tu l'as dit, il se remet en selle quand même en prenant, voilà, le Schuller en question, c'est un gars qui est invaincu. Ouais, donc, il est plutôt, je crois qu'il y a le titre NABF en jeu, donc c'est pas rien, quoi. Enfin, objectivement, et il le met en l'air en un round. Alors c'est une histoire qui est terrible parce qu'avec la bourse qu'il aura obtenue, Schuller s'achète une moto, il se tue les semaines d'après. Ouais. Bon, ça fait partie des petites histoires qui font la loi. C'est une grande tristesse. Et après, alors, ce qui est passionnant, c'est que le mec donc est en poids moyen et il va défier Andries. Alors il faudrait comprendre la manière dont sa carrière a été gérée à ce moment-là, mais il fait un saut de 160 livres poids moyen à 175 livres poids mi-lourd, et il va prendre une ceinture de mi-lourd contre Andries. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, parce que autant évidemment, son lapis, il est très grand, il fait la taille d'un mi-lourd sous la toise, mais autant quand même passer de poids moyen à poids mi-lourd, c'est une belle distance. Et Andries, tu l'as rappelé, Andries qui a mis KO une fois Harding, voilà, c'est plutôt un type dur au mal. C'est pas un boxeur très brillant, mais c'est un type dur au mal, méchant. C'est un vrai, quoi. Et qui en plus s'entraînait avec Emmanuel Stewart au Krong Gym. En plus. Ouais, non, c'est un choix de carrière qui est difficile. C'est une belle opportunité parce qu'il peut aller chercher une ceinture supplémentaire. Et effectivement, ça va faire de lui. Mais aller chercher avant d'avoir la ceinture en moyen, aller chercher la ceinture en mi-lourd, c'est un truc là assez incroyable. Et Andries, pour le prix, il va le mettre par terre 6 fois. Donc ce mec qui était quand même naturellement plus balèze que lui, qui était alors certainement pas aussi bon boxeur que Hearns, mais qui était le champion en titre, là, Hearns nettoie le tapis avec lui et finit par l'arrêter au 10e round. Il faut quand même saluer le travail de l'artiste parce que c'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs quand on y réfléchit un Alvarez récemment, mais monter des moyens pour aller chercher un titre en mi-lourd, c'est pas des petits boxeurs qui font ce genre de choses. Et effectivement, tu as bien fait de le dire, de expliquer c'est pas anecdotique comme tu le dis, mais que c'est saut de poids, parce que en fait Hearns aussi et avec les fantastiques de l'époque et dans une recherche de record et d'être le premier boxeur, si je me trompe pas, à être champion dans 5 catégories différentes, si je me trompe pas. Donc il est à la poursuite de ce record. C'est ce qui explique que l'opportunité chez les mi-lourds arrive, il la prend tout de suite, mais après l'opportunité de conquérir cette ceinture chez les moyens qui lui a fait défaut en 85 arrive dans un combat qui est oublié. Mais alors, mais il faut que vous y retourniez tout de suite, mes pirates. Et on va reparler de quelqu'un dont on a parlé encore la semaine dernière. Un dur au mal, un Argentin. Attention. Tout le monde a oublié ce combat. Hearns contre Juan Roldan. Juan Roldan, on vous explique, en 84, il se met sur la gueule avec Hagler et il a pour lui
un knockdown, alors discutable ou pas, un knockdown sur Marvin Hagler. Voilà. Et Roldan, c'était un buffle. C'était un buffle, comment dire, argentin. Alors, ce combat-là, je vous conseille parce que c'est un combat où Roldan, il est pas loin. Il est pas loin de créer la surprise parce que, encore une fois, il y a le blueprint sur Thomas Hearns, savoir casser la distance, créer des moments paniques, des tourbillons, et Roldan, il y va. Et donc, Hearns, encore une fois, l'histoire va-t-elle se répéter? Il se fait prendre un peu à froid. Mais à la différence contre Hagler, il garde sa lucidité, mais ça part en cacahuète. Ça part en dogfight, ça part en bagarre et pour survivre, Hearns lâche des coups, tout ça. Et Roldan, à la différence de Hagler, déjà, il a pas le menton d'Hagler, même s'il a un sacré menton, le Roldan, et surtout, il a pas la vision d'Hagler, ce qui fait que il va dès le deuxième round, il va se prendre pleine face. Voilà, ça manque d'esquive, ce qui va sauver Hearns, et Hearns va réussir à enchaîner quelques knockdowns sur Roldan, mais Roldan qui revient. Je crois que c'est un combat qui dure 3 rounds. Hearns arrive à le finir, mais je crois qu'il a été soulagé de le finir parce que c'était un combat très très compliqué, mais il a sa ceinture chez les moyens. Ce combat-là, est-ce que tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? Je valide. Alors je l'ai vécu a posteriori parce qu'effectivement c'est pas une affiche dont on a beaucoup parlé à l'époque de ce côté-là de l'Atlantique. En revanche, là encore pour les amateurs, c'est une pépite. Hein, tu l'as dit, c'est assez court. Ouais. En effet, c'est un combat où Hearns vacille parce qu'il en prend une bonne. C'est un combat aussi où on applaudit Roldan. Parce que Roldan, c'est open bar, hein, c'est-à-dire qu'il boxe menton en avant, en gros. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu comme Jorge Castro, si on veut trouver un autre grand boxeur argentin. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui va plus se permettre contre Hagler, et ça a duré 10 rounds. Contre Hearns, ça en dure moins, parce que il faut être quand même sacrément inconscient pour rester aussi ouvert contre un boxeur du calibre de Hearns. Au final, quand tu fais la somme, effectivement, le poids moyen, c'était Hagler, mais bon, Roldan, il a duré 10 rounds contre Hagler, et je crois qu'il en dure 4 ou 3 contre Hearns. Geraldo, Hearns le finit au premier round, il a tenu la distance contre Hagler. Colbert, alors effectivement, Hagler le met KO, et il va à la distance contre Hearns, mais il va 4 fois au tapis, il finit avec une mâchoire cassée, donc on peut considérer que. Et puis il y a Duran qui fait la distance contre Hagler, alors que contre Hearns, il dure 2 rounds. Donc effectivement, c'est dire quand même, ces mecs-là ont comme globalement mieux vécu leur combat contre Hagler que contre Hearns. Quand on sait la brute qu'était Hagler, ça vous situe un peu le niveau de brutalité d'un combat contre Tommy Hearns. C'était quelque chose d'assez épique. Et Hearns Roldan, oui, c'est une bonne petite pépite. À toi, à moi. Hearns passe à ça de la catastrophe. Et au final, il prend une très belle 4e ceinture qui est méritée. Et ça va contribuer à forger sa légende. C'est pas son adversaire le plus glorieux sur le papier, mais quand on gratte un peu et qu'on connaît son affaire, on sait que Roldan, il fallait se le cogner. Voilà, t'as tout dit. Et donc, il est ce champion dans 5 catégories. Et voilà. Et puis donc, alors malgré tout, on s'est quand même fait peur. Du côté de Hearns et du côté des fans de Hearns avec ce combat, il a la ceinture, mais waouh, c'était, il y a eu des sueurs froides quand même, et va arriver juste par la suite, un combat face à un adversaire, là encore, bon là on le connaît plus parce que c'est un, alors spoiler alert, il y a un arrêt, il y a un KO de notre héros, mais qui va représenter un peu ces moments de limite, ces moments où ça ne passe pas pour Thomas Hearns. Et de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler du premier combat contre Iron Barclay. Knockout Night. Night, Thomas Hearns, malheureusement. Ça se passait le 6 juin 88, si je me trompe pas, au Hilton de Las Vegas. Et donc, Iron Barclay, qui est un boxeur, certains diront limité ou pas, mais sauf qu'il avait au moins l'intelligence de la stratégie et de voir que tous les blueprints donnés par le passé, c'est quelqu'un qui va entraîner Hearns dans une guerre, dans une bataille
mi-distance ou rapproché, il va avoir cette intelligence de continuellement casser la distance. Et donc Ernst, bon, les coups, les missiles sont lancés, et sur un fameux crochet, ou plutôt tentative du percute un peu trop large, un peu trop ouvert, eh ben Thomas va se faire mettre au KO. Voilà, là c'est la grosse défaite qui fait mal. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? C'est vrai que les boxeurs qui ont battu Hearns jusqu'à présent, c'est Ray Leonard et Marvin Hagler. C'est deux des plus grands boxeurs de l'histoire, tout simplement. En comparaison, comme tu le dis, Iron Barclay, ça fait un peu tâche. Alors Barclay, c'est un vrai costaud, c'est-à-dire que c'est un physique, c'est un vrai pro moyen, voire c'est un gars qui aurait pu, qui probablement devait se priver de dessert pour faire la limite des 160. C'est un type fort physiquement, c'est un vrai buffle, mais c'est un gars, qui a pour lui son courage et son punch, mais et une certaine endurance aussi. On en reparlera surtout pendant le rematch. Mais c'est un boxeur limité. Et il a, comme tu dis, quelques indications sur ce qu'il faut faire pour battre Hearns, c'est-à-dire s'approcher. Il a suffisamment de cœur pour le faire, mais c'est un combat pendant lequel Hearns fait une vraie connerie. C'est-à-dire que autant contre Hagler et contre Leonard, il lui impose de combattre près, autant contre Barclay, il l'accepte un peu bêtement parce que les deux premiers rounds, c'est une boucherie. C'est-à-dire que Hearns lui en met. Le mec est tuméfié à la fin du deuxième round. C'est une vraie boucherie. Et donc, Hearns a un peu pris la confiance. Et il laisse le combat s'installer à mi-distance, là où, en effet, Barclay est dangereux. Il le regardait au bout de son jab. L'arbitre aurait fini par arrêter le massacre. Il le fait pas. Et il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que il a pas ramené son bras suffisamment vite, il prend un gauche droite d'école avec une énorme droite et c'est fini. Parce que Hearns n'avait pas. Alors il faut pas sous-estimer non plus. Il faut pas dire que tout le monde l'a mis KO. C'est pas vrai. Il y a eu des combats où il a survécu à des assauts assez intenses, mais Hearns n'avait pas un très grand menton. Voilà. Je dirais pas que c'est un menton de cristal. Ouais. Je dirais que malgré tout, c'était un menton d'homme normal, c'était pas un menton de super-héros. Et donc la droite qui prend contre Barclay, elle le tue. Littéralement, ça fait de la peine, ça fait un peu tâche. Et là encore, c'est une défaite assez mythique. Quand on pense upset, on pense aussi à ce combat-là. Et ça m'embête qu'on pense plus facilement à Hearns contre Barclay que à certains succès de Hearns, celui sur Benitez et puis un autre dont on parlera tout à l'heure. Voilà, ça définit presque plus sa carrière, donc c'est pas très juste. Voilà, je me fais l'avocat de Tommy Hearns, c'est pas très juste. Et puis ça vient de là, ce doute sur son menton, où je suis complètement d'accord avec toi. On ne peut pas dire non plus que c'est un menton de verre. Tout le monde se prend des KO. Enfin, à un tel niveau d'exigence, tous se prennent des KO. Et là, ça arrive, et c'est un KO. C'est un chaos con, comme tu le dis, parce que je pense qu'il se fait prendre par son ego et par sa condescendance envers Barclay, parce qu'ils sont pas dans la même ligue, on est bien d'accord. Et cette condescendance-là, c'est la condescendance qui lui fait ouvrir les portes, et la fenêtre est ouverte, et Barclay a pour lui en bon boxeur, a pour lui de ne pas rater l'occasion, et c'est la plus grande victoire de Barclay, de toute façon ça fera sa carrière, voilà. Et puis l'histoire entre les deux ne sera pas finie, mais donc là c'est un gros stop. Mais donc on va enlever cette photo, ce poster qui, pour tout fan de Hearns, fait un petit peu mal, et donc on va revenir, et là c'est là que j'adore Thomas Hearns, et c'est là que tu vois Thomas Hearns, c'est aussi l'image du bonhomme. Pour moi, c'est une grosse perte de bollocks, Thomas Hearns, parce que oui, il y a cette grosse défaite à laquelle, encore une fois, tu vis une défaite comme ça, faut te réinventer, faut réfléchir où t'en es dans ta carrière, etc. Avec Thomas Hearns, il y a un combat de retour qui se fait. Avec Thomas Hearns, non, parce que il y a une occasion qui est trop belle et qui est tellement importante pour lui que en 89 va se passer un combat. Alors là, on va débattre, parce que ça, c'est un grand débat. Va arriver enfin, il a l'occasion d'une revanche, parce que Thomas Hearns n'aura pas beaucoup d'occasions de revanche sur ses défaites. Mais là, elle arrive.
et ça lui tenait tellement à cœur. Arrive encore un combat appelé The War. C'est Léonard, c'est Hearns, c'est le 12 janvier 89. C'est le 12 juin 89. Voilà, on est encore dans cette nuit chaude du désert du Nevada au Caesars Palace. Combat, moi, que je trouve iconique, que j'ai un gros faible sur ce combat. Bien sûr, le premier combat est dans le panthéon absolu. Mais écoute, celui-là, il a quelque chose, où Hearns, ne va pas faire les erreurs qu'il a fait 8 ans plus tôt, c'est sûr, dans un combat, et un combat qui reste un combat acharné, parce que malgré tout, Léonard, quand Léonard a ses grosses séquences, c'est des séquences de bonhomme, où ça casse la distance, et ça envoie du parpaing des deux côtés, mais Hearns, quelque part, ne flanche pas dans sa boxe. Il reste dans son game plan, mais avec une haine, parce qu'il voulait vraiment tellement le démonter. Il a 2 knockdowns pour lui. Il faut quand même avouer que Léonard, lui aussi, il a sa paire de bollocks ce soir-là, parce que c'est un combat dur, et que il en met aussi. Enfin, c'est un combat à connaître, c'est un combat magnifique, enfin, je sais pas, magnifique, moi je suis en transe hypnotique, mais ça se finit, et là ça fait débattre, ça crée encore du débat aujourd'hui, éternellement, c'est ça qui est bien en boxe, c'est qu'on a des débats éternels, et ben celui-là en fait partie. Ça se finit en split draw, ou en match nul, je crois que c'est un split draw. Pardon, excusez-moi. Qui dégoûte Hearns, parce que Hearns, s'il y a bien une victoire qu'il voulait, c'est ce soir-là. Et comprenez, 1 an avant, il se prend un KO qui aurait fait réfléchir tout le monde. L'année suivante, il a le combat qu'il voulait tant, et il performe d'une telle façon. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est cruel. C'est cruel parce que, alors, pour complètement resituer le truc pour le contexte aussi, donc on est dans une catégorie qui est les super moyens, qui est encore une nouvelle catégorie pour Hearns. Il vient de prendre une ceinture entre le combat contre Barclay, qu'il a perdu, et le combat contre Léonard. Il boxe Kinchen, qui était pas un grand, mais qui avait une particularité, c'est que ce combat contre James Kinchen est pour une ceinture en super moyen. Donc c'est pour une ceinture dans une nouvelle catégorie. Mais Hearns a déçu. C'est-à-dire qu'il reste sur 2 combats. Le premier où il se fait flatliner par un type qu'on n'avait pas vu venir, en l'occurrence Barclay. Un combat contre Kinchen où il retourne au tapis et il gagne une décision serrée, un peu contestée, qu'il aurait pu perdre. Et donc, Léonard est un favori selon les bookmakers. Quand il affronte Léonard, et c'est peut-être pour ça que Léonard a accepté le combat aussi facilement d'ailleurs, je suis pas mauvaise langue, mais Léonard est un favori à 2-1. Et effectivement, quand le combat commence et qu'on voit comment les choses se passent, effectivement, Hearns surprend. Il surprend agréablement. Il est complètement d'aplomb. Il a bien encaissé cette catégorie des super moyens. Il est complètement à l'aise dedans. Il garde. Ah oui, alors j'avais pas fait gaffe à ton image, mais effectivement le short de Léonard est caractéristique. Je l'ai retenu de ce combat-là. Effectivement, il est iconique. Ce match, c'est un duel. Là encore, c'est un duel de distance. Il y a du bad blood entre les 2 boxeurs, mais ça reste assez cérébral. C'est la distance que Hearns arrive à imposer à Léonard et la manière dont Léonard arrive parfois sur certaines séries à s'approcher. En gros, le split draw, il y a deux juges qui donnent 112 points à Hearns. Ça se finit 112, si je te dis pas de bêtises, 113-112 voilà. Pour Hearns, 113-112 pour Léonard, 112-112. Voilà. T'as deux juges qui donnent 112 à Hearns. Si tu donnes 112 à Hearns, en gros, ça veut dire que tu donnes 8 rounds à Léonard. Donner 8 rounds à Léonard sur ce combat, c'est cher payé. C'est à la rigueur 8 à mon avis. Parce qu'il y a 2 knockdowns. Parce qu'il y a 2 knockdowns. Ouais, mais à mon avis, bon, c'est moralement pas si injuste. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, Léonard a fait le boulot. Et qu'il y a il y a un moment dans le combat, je me rappelle plus le round, mais où il met vraiment Hearns en fâcheuse posture, il est à ça de le finir. Si on est honnête, il faut le dire. Ouais. Je crois que malgré tout, c'est une forme de justice aurait plutôt exigé que Hearns ait la décision. Au final, c'est comme tous les matchs nuls en boxe, hein. Ça fait jaser, ça fait discuter, ça fait bon. C'est pas si injuste, ça l'est un peu quand même. Allez, voilà. Je crois que c'est fait longtemps que je l'ai pas pointé. Si je le pointe demain, je pense que je le donne à Hearns. Ouais, voilà. Et
enfin, c'est pour ça que ça sera un petit peu dans les 4 fantastiques. Ernst, ça sera un petit peu pas le vilain petit canard, mais celui qui en qui sortira de cette histoire peut-être avec un peu le plus de frustration, mais on y reviendra parce que j'ai une anecdote sur ça. Je voudrais vous en parler. Et puis aussi c'est la dernière grande date des 4 fantastiques. C'est la dernière grande date des 4 fantastiques. Je crois qu'il y aura un troisième combat avec Roberto Duran et Léonard après celui-là, mais enfin, je veux dire, non, la grande dernière date du fantastique, c'est celle-là, c'est celle-là, et c'est un combat mais c'est un combat qui a un charme fou. Enfin, c'est bizarre à dire parce que c'est une guerre, mais il y a un truc aussi qui fait que j'ai mon petit faible pour ce combat, et donc voilà, le Ernst qu'on aime, et donc en tout cas pour Ernst, les défis sportifs et la volonté de continuer sa carrière va rester, à la différence des 3 autres, à part Durand. Et c'est là où tu te dis et qu'il faut remettre en avant le pédigré boxe du Hitman, du Motor City Cobra, c'est que 2 ans plus tard, il fait quelques combats en 90 et en 80. Non, on est en 91, je me trompe toujours, je l'imagine en 92, mais c'est en 91 ce combat. Et ben, il va au Caesar Palace, encore de nouveau, mais dans le hangar. Ben, écoute, chez les light heavyweight, il va avoir une décision dans un combat ultra cérébral, mais c'est là que tu te dis, parce que je vais vous montrer l'adversaire, c'est là que tu te dis, Thomas Leonard, c'est en termes de boxe, c'est quelque chose, hein. Parce que il va chercher, parce qu'il était invaincu à l'époque, il était imboxable tellement il était chiant avec son jab, mais c'est qu'il a une victoire contre Virgil Hill. Virgil Hill, médaillé de bronze à Los Angeles, 84. On considère le meilleur jab, à ce moment-là, on considère que Virgil Hill c'est le meilleur jab de l'histoire. Ouais. Et il gagne ses combats qu'avec le jab. Et ben, comme il faut souvent faire en boxe, c'est-à-dire donner sa propre médecine à l'adversaire en face, ce qui sait le mieux faire, tu le fais, et ben Ernst il va lui montrer ce que c'est le jab. Il va lui montrer ce que c'est le jab à Virgil Hill. Non mais tu rends compte, tu fais attends, je vais t'expliquer le jab à Virgil Hill, tu vois. Ouais. T'expliques la cuisine à Ducasse, tu vois, à Paul Bocuse, t'expliques la cuisine à ces mecs-là. Bah, c'est ce que fait Thomas Ernst, tu vois. C'est incroyable. Incroyable. Alors, effectivement, en termes d'émotion, en termes d'électricité dans l'air, tu vas peut-être être déçu, hein, vraiment. Mais c'est autre chose qu'il faut chercher là. C'est une toute autre approche qu'il faut chercher. Et je pense que cette approche dont je vous parle, c'est cette approche à voir si vous avez envie de revoir ce combat. Et un Virgil Hill qui est au firmament de son potentiel, qui est dans son prime. Ouais. Donc voilà. Tu te manges une leçon par la légende. Alors c'est une décision unanime et bah il reprend un titre chez les mi-lourds. C'est incroyable. Thomas Ernst ce soir-là est un phénix. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument. Tu l'as dit, c'est deux jabs de très très grande qualité, avec derrière ce qui va faire la différence, d'une part la technique de Ernst bien sûr, d'autre part le fait qu'il y a quelques moments dans le combat pendant lesquels derrière le jab il passe bien la droite, et effectivement la droite de Tommy Ernst, même en lourd, c'est autre chose que la droite de Hill. Et donc voilà, il montre qu'il a un menton sur ce combat-là. Je crois même que dans le dernier round il prend plusieurs droites et qu'il est tangent. Objectivement, c'est un combat un peu. J'en reviens au combat contre Benitez. Benitez et Hill, c'est deux techniciens, deux boxeurs contre lesquels Ernst s'impose par décision, et donc quelque part deux maîtres de leur art, deux types qui sont vraiment considérés comme étant de purs boxeurs, et que Ernst bat à leur propre jeu. Ce qui est et alors autant contre Benitez il avait pour lui l'avantage quand même du gabarit qui était supérieur à celui du portoricain, autant contre Hill il a affaire à un vrai mi-lourd et il le fesse pareil. Bon, il le fesse, le combat est disputé bien sûr, mais il faut retenir que cette victoire est méritée et que pour le coup alors c'est évidemment une victoire contre Léonard plutôt que le nul aurait eu une autre aura, un autre retentissement sur la carrière de Ernst. Mais sportivement, c'est assez remarquable ce qu'aura réussi à accomplir Ernst contre Hill.
Et là, on est à 14 ans de carrière, hein, ce soir-là. On a 14 ans de carrière. Ça dit aussi beaucoup. Voilà. Donc, bon, encore renaissance Thomas Ernst, c'est loin d'en être fini pour Thomas Ernst. Et donc là, je vous le disais, il n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir des rematchs. Là, il va prendre un rematch. Non pas comme contre Marvin Hagler, malheureusement. Voilà, Marvin Hagler, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le circuit. Mais il veut venger cette défaite pratiquement incompréhensible, comme on vous le disait tout à l'heure. Mais va arriver à la suite, c'est vraiment à la suite de ce combat, va arriver un rematch contre Iron Barclay, toujours au Caesars Palace, où là, on se dit, vu que Thomas Ernst a toujours réussi à s'ajuster, la preuve avec le rematch contre Léonard, la preuve avec le match contre Virgil Hill, on se dit, là, Ernst, excusez-moi, il va pas avoir d'erreur, il parle largement favori. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, Barclay représente un peu la limite, une sorte de stop inconscient que n'arrivera jamais à dépasser Ernst, parce que Ernst va retomber dans ses travers et Ernst va encore perdre contre Iron Barclay dans un combat qui se transforme en dogfight où la distance a réussi encore une fois à être cassée. Et là, on se dit, mince, là, c'est une douche froide. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors, Barclay a vraiment un grand mérite. Alors, comme tu l'as dit, Ernst c'est favori avant ce combat. Mais Barclay a un grand mérite, outre le fait il est sûrement porté par la confiance qu'il a gagnée lors de leur premier combat. Il fait quelque chose d'intelligent. Alors, comme tu le dis, c'est un dogfight, et surtout quand tu regardes les stats du match, ça confirme l'impression visuelle, c'est-à-dire qu'il se montre très actif, en fait. Au final, on peut pas dire sur les 12 rounds qu'il marque plus de coups nets que Ernst, mais il est hyper actif. Il y a beaucoup de volume pour cette catégorie. Il met quasiment 1000 coups dans le combat, ce qui pour cette catégorie est beaucoup. Et donc, il impose au juge, voilà, cette image, du mec qui avance, du mec qui distribue, du mec qui est plus agressif. Et puis surtout, et alors là, l'histoire se répète et le truc tourne presque au sketch. Quand même, au 4e round, il le met sur le cul comme lors de leur premier combat. Et ça, c'est un truc. On se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui va se passer? Et et là, alors, ça a un mérite, c'est que cette fois-ci, il se relève, il se remet sur ses cannes et il retourne pas. Mais l'histoire a failli bafouiller, l'histoire a failli se répéter. C'est cette vieille histoire, tu sais, en boxe du Styles make fights. Voilà, il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à digérer chez Barclay, qui était un boxeur honorable mais moyen. Ce style-là en particulier, c'était une pilule que Ernst avait du mal à digérer. Ça rappelle un peu, toute proportion gardée, Ricardo Mayorga contre Vernon Forrest. Voilà. Mayorga, a priori, n'a rien du boxeur qu'est Vernon Forrest, et pourtant, il y a quelque chose qui passe pas dans son style, et ça arrive 2 fois. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est vrai. C'est vrai, j'y pensais pas, alors que je suis un gros fan de Vernon, mais t'as totalement raison. C'est totalement comparable. Donc là, de nouveau, alors, c'est à la décision, hein, bien sûr, tu vois. C'est une split décision, d'ailleurs. N'oubliez pas, il y a quand même un juge qui a Ernst pour lui dans ce combat, pour vous dire que c'est quand même serré. Ça pouvait se jouer, can goes either way. Mais ça va pas du côté de Ernst, et on se dit, alors là, est-ce que c'est un stop de trop dans sa carrière ou pas? Et puis, il va, là, on est en mars 92, et là, il va se passer un petit hiatus dans la carrière de Ernst. C'est aussi... alors, dis-moi si je me trompe, mais je crois que ce combat-là et le combat précédent, c'est pas Emmanuel Stewart qui est dans le coin de Thomas Ernst. Alors c'est très vrai. C'est très vrai parce qu'à l'époque, ça tu l'as rappelé, donc Ernst a pas rajeuni. Il a aux alentours de 32-33 ans à cette époque-là, et Stewart lui dit, il y a une brouille entre les deux hommes. Ouais. Stewart lui dit, il va falloir accrocher les gants, gros. Voilà, t'as fait ta carrière, t'as plein de ceintures, t'as plus rien à prouver, et surtout tu vieillis un peu.
Il est temps de les raccrocher. Et c'est l'origine de leur brouille. Et c'est un des adjoints de Stewart pour le combat contre Hill qui entraîne Ernst. Donc il y a cette rupture. C'est un rapport père-fils, c'est un rapport extrêmement fort. Comme tu l'as dit, c'est un des binômes, un des duos les plus incroyables qu'on ait vu dans l'histoire récente. Et pour autant, Ernst va continuer à boxer. Quand tu fais une avance rapide et sans dire la suite de sa carrière, mais ça peut aussi expliquer en partie le fait qu'aujourd'hui, Ernst, qui n'est pas un très vieux monsieur, il a une soixantaine d'années, quand il parle, donne un petit peu l'impression d'avoir de la purée dans la bouche. C'est que il est peut-être allé un peu trop loin. Voilà. Il est trop loin, je pense, parce que comme certaines grandes légendes, c'est des mecs qui c'est leur sang, c'est leur oxygène. Ils arrivent pas à se défaire de la boxe d'une part, et puis aussi il y a des problèmes financiers qui a fait qu'il a trop boxé. Mais donc, à ce moment-là, va se passer un hiatus, d'une part pour se rabibocher avec Emmanuel Stewart, et aussi pour se soigner les mains. Il va subir, je crois, dans l'été 92, il va subir 2 opérations à sa main droite. Déjà fracturé par le passé. Ça a eu son importance, on n'en a pas assez parlé dans sa carrière. Ça a eu la main fracturée a eu son importance. Donc, on se dit, bon, en plus, là, il se fait opérer, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, en fait, c'est toujours pas fini avec Thomas Hearns. Ce n'est toujours pas fini parce que Thomas Hearns va attendre un moment. Il va reboxer que fin 93 en sous-carte de Holyfield 2, si je me souviens bien. Et il fait une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne. Où ça? Dans la catégorie des cruiserweight. Dans la catégorie des cruiserweight, alors je vais mettre une photo de lui avec toutes ces ceintures et le look de l'époque. Là, c'est une photo des années 90. Et donc, en 93, il fait son retour chez les cruiserweight, en ayant été blessé, à la sortie d'une défaite plus d'un an et demi auparavant, presque 2 ans. Et il prend qui? Alors on l'a complètement oublié ça, mais il va l'atomiser en un round. Il prend qui? Andrew Maynard. Alors, tu te dis Andrew Maynard. Andrew Maynard, c'était un champion olympique. C'était un champion olympique. Le mec, Thomas Hearns, il le dégomme, mais il le dégomme. Un round, boum. Tu te dis, mais voilà, le Phoenix. Encore une fois, le Hitman a sonné et incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces 2 combats suivants. J'ai pas eu l'occasion de voir en direct ces 2 combats-là, mais c'est les 2 combats suivants où qui sont contre. Mais il y a un combat où je crois que c'est contre Butler ou Padja où c'est une guerre qui va lui faire beaucoup de mal à Ernst, mais qui va dominer, qui va gagner la décision. Une guerre contre un journeyman. Il s'y attendait pas. Mais bref, peu importe. Il a quand même à cette époque-là. Il a le titre NABF, le titre nord-américain, qui a une valeur à l'époque. La valeur du du titre NABF a vraiment, c'est vraiment dégradé au fil des années. Ça n'a pas l'aura que ça avait. Mais quand tu avais un titre NABF, comme quand tu avais un titre européen à l'époque, en 90, tu étais vraiment considéré comme le futur challenger mondial. Voilà, clairement. Et donc c'est Thomas Hearns, il a et c'est un peu la frustration que j'ai moi en tant que fan, c'est qu'il n'y a jamais eu cette ce titre, ce championnat du monde des cruiserweight de Thomas Hearns. Anecdote proprement française, à l'époque, les frères Acariès négociaient beaucoup avec Hearns pour essayer de monter Hearns contre Anaclet Wamba. Mais le problème, c'est que Hearns, c'était la star. Donc, c'était le A-side. Et que ce qui demandait, le clan français, les Acarias et Wamba, voulaient pas l'accepter. Mais il y a eu une négociation assez poussée. Il y a eu une négociation pour avoir un Hearns Wamba. Peut-être, voilà. Ouais, Wamba, tu m'énerves si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement, ils avaient un adversaire en commun et logiquement, le combat aurait dû se faire. Bon, voilà, comme tu l'as dit, c'était du business, hein. Mais, ça aurait été kiffant de voir Hans boxer un Français, effectivement. Ouais. Alors, à partir de là, je pense que c'est là où, s'il y avait eu, tu sais, cette prise de titre chez Cruiserweight, peut-être que la carrière encore de Thomas aurait été
au plus haut niveau, mais sauf qu'il va encore boxer pendant très longtemps, mais de façon parfois plus sporadique, certaines années, tu sais, contre une adversité moindre. Hein. On n'est pas sur de l'extrême haut niveau comme par le passé, tu vois. Mais sauf qu'il va enchaîner les KO encore. C'est ça qui est fou. Le mec, il a 40 balais, il a plus de 40 balais, et boum, il te les enchaîne, il te les enchaîne. Et le gars va boxer, c'est ça qui est dingue. Le gars va boxer, regardez, il va boxer jusqu'en 2006. Alors les dernières années, ça sera très sporadique, mais jusqu'en 2006, en mettant des KO, il va boxer. C'est dingue. C'est absolument dingue. Voilà. Et donc sa carrière s'arrêtera là en 2006, donc une carrière de 20 ans. Une carrière de 20 ans, finalement, incroyable. Une carrière en 2006, là c'est la photo que je vous mets qui a lieu en 2006. Son fils... 30, Captain, 30. Quasi 30. 77, 2006. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis, excusez-moi. C'est même plus. Ben oui, je suis complètement, là, je suis fatigué, moi. Tu vois, c'est comme si j'avais pris une droite de Hearn, j'arrive plus à réfléchir. Donc, j'arrive plus à compter. Et donc, quand il boxe à ce moment-là, il y a son fils, Ronald Hearns, qui a déjà commencé sa carrière. C'est incroyable à réfléchir. C'est vraiment incroyable à réfléchir. Et petite anecdote, j'en ai déjà parlé pour tous mes pirates qui me suivent. J'ai une anecdote là-dessus sur Thomas Hearns que j'ai rencontré. Enfin, non, j'ai pas rencontré, je l'ai croisé. C'est une anecdote un petit peu. Bon, si vous connaissez pas, je la raconte rapidement. Je l'ai déjà raconté un peu plus longuement dans une libre antenne box. Voilà, je suis en 2008, je suis à Montréal, je suis au Centre Bell, et il y a Lucian Boutet contre Librado Andrade, un championnat du monde des super moyens qui se fait, et donc moi j'ai mes places, et en bon fan que je suis, avant même que les portes ouvrent, je suis déjà sur place et tout ça, parce que je ne rate aucun combat, tu vois. Les 10 combats de la soirée, je me les fais, je me les fais, tout ça. Donc le premier ou les 2 premiers combats ont déjà eu lieu, si je me trompe pas. Le stade est loin, vraiment loin d'être rempli. Moi, je suis au troisième étage, et donc je me dis bien, je vais prendre de la bouffe. Alors à l'époque, au Centre Bell, c'est la meilleure bouffe, enfin, le meilleur hot dog en gros, était au 2e étage, parce que c'est le 2e étage, c'était le niveau des loges. Voilà, bref, peu importe. Donc j'arrive à faufiler par rapport aux vigiles et tout ça, hop, je me faufile au 2e étage, et puis bon, en marchant dans les allées, je vais faire une pause pipi, tout ça, je vais aux toilettes, je vais tout ça, il y a un gars, un monsieur à côté de moi, vraiment avec un costard très large, tout ça. Moi je me mets à côté, tout ça, et je tourne la tête, et c'est qui? C'est Thomas Hearns. Et là, mon cerveau a complètement bugué. Mais complètement bugué. J'étais comme ça. Je ne pouvais plus parler. Je savais même plus parler français, anglais et tout ça. Là, c'était perdu. Hein. Voilà, je savais même plus comment je m'appelais. Thomas Hearns. C'est surprise totale. Voilà, je savais même plus respirer, tu vois. J'étais le souffle coupé. Donc, je l'ai un peu gêné d'ailleurs. Et donc, con comme j'étais, parce que je devais vraiment avoir l'air con, le gars qui était un petit peu gêné, qui était à côté de moi, et ben il m'a sorti son regard de tueur. Et là, je peux te dire que les sueurs froides, il me l'a fait, son regard de tueur. Je peux te dire que j'ai baissé la tête, et puis j'ai attendu que le monsieur s'en aille et tout ça, mais voilà, bref, il est passé. Mais chose importante, c'est que son fils, en fait, boxait ce soir-là en sous-carte. C'était le combat juste avant le championnat du monde. Et d'ailleurs, son fils était sur le chemin d'un championnat du monde possible. À ce moment-là, il gagne d'ailleurs le combat. Moi, je le savais pas à l'époque qu'il allait boxer. C'est la surprise. Mais l'entrée sur le ring de son fils, en fait, Thomas Hearns est là. Et il est là en premier. Son fils, tu sais, met ses gants sur ses épaules, il est derrière lui, il a la capuche sur la tête, la tête baissée, et avec le jeu de lumière, on ne voit que Thomas Hearns. Je n'ai jamais vu, dans le monde de la boxe, je n'ai jamais vu une entrée aussi, mais je vais vous le dire, hein, une entrée aussi christique. Vraiment. En plus, ça se passe à Montréal, la ville de Léonard. Parce que Montréal, c'est Léonard 76, c'est 80, tu vois, il a marqué la ville. C'est un peu la ville de Léonard. Même Léonard le dit, hein, Montréal, c'est à lui. Et tout. Et là, t'as un peu comme si
Le public qui avait jamais pu avoir Ernst pour lui, il est là. Mais j'ai vu un public, mais tu sais, mais qui la main, ça aurait pu être, on aurait pu être dans une festivité d'une secte, tu vois. Mais vraiment, j'ai un public, 10 000 personnes cristallisées qui n'avaient Dieu que pour lui. Et lui, il ne faisait que marcher, droit, dire rien. Je n'ai jamais vu un charisme aussi implacable. C'est un grand, mais c'est une grande entrée sur le ring pour moi. Incroyable. Ce mec avec un charisme, mais énorme, énorme. Enfin bref, c'est ma petite anecdote sur Thomas Hearns. C'est un champion magnifique et comme on vous l'a dit, il y a tellement à voir de lui, il y a tellement de pépites oubliées, il y a tellement à apprendre de lui parce que si vous êtes grand, si vous êtes longiligne, vous devez d'étudier Thomas Hearns. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure, Antoine, sur ce pan entier de l'histoire de la boxe qu'est Thomas Hearns? Pour moi, bon, on l'a dit, c'est des ceintures et pas tout en carton dans 5 catégories de poids. Ça a peut-être même pu être 6. C'est des grandes victoires. C'est des combats dont les fans se rappellent, enfin dont les fans se souviennent, et certains qui sont des pépites un peu moins connues mais tout aussi impressionnantes sur le papier. On en a parlé de Benitez et Hill, et c'est justement au nom de Benitez et Hill que moi j'ai une théorie, une hypothèse, appelle ça comme tu veux. Pour moi, Tommy Hearns, c'est dans les débats sur quel boxeur, comment Floyd Mayweather aurait fonctionné contre tel ou tel boxeur, dans tous les fantasy matchups, pour moi, Tommy Hearns, c'est l'anti-Mayweather. C'est le mec que Mayweather n'aurait pas battu, c'est sûr. J'aurais parié ma maison là-dessus, parce que Hearns, c'était un type qu'on battait pas à la boxe. C'est tout simple. Que ça ait été en welter ou en super welter, Hearns avait un ratio trop important, trop incomparable entre la taille, la longe et la pure technique de boxe. Je pense que Mayweather aurait eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait rentrer pour essayer de faire quelque chose, mais Mayweather, à ces poids-là, n'avait sûrement pas le pop, n'avait sûrement pas le punch pour pouvoir conclure. Et à mon avis, au point, il perdait une décision 10 fois sur 10 contre Hearns, tout simplement parce que, ben voilà, you don't outbox Tommy Hearns. Ça n'arrive pas. Donc, à mon sens, c'était l'arme anti-Floyd. Bon, bah, ils se sont pas croisés à quelques décennies près, mais dans mon fantasy match-up, et s'il fallait choisir un adversaire dans l'histoire, dans les catégories de poids de Floyd pour le battre, mon argent est sur Hearns. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est bien que tu parles de Floyd Mayweather, parce que moi, j'ai aussi une théorie par rapport au nickname, et par rapport au persona, parce que Floyd, on aime aujourd'hui, les jeunes générations disent, est-ce que tu préfères Pretty Floyd ou Money Mayweather? Et il y a un sens, il y a une logique dans cette réflexion que je trouve très intéressante. Mais c'est une réflexion que vous pouvez aussi apposer, à mes yeux, vous pouvez aussi apposer à Thomas Hearns. Parce que pour moi, alors c'est peut-être dur à dire, je suis peut-être excessif dans mon fanboyisme, c'est que je crois que Hearns, en fait, les fois où il a perdu, c'est les fois où il a fait trop confiance au Hitman et qu'il n'a pas assez écouté le Motor City Cobra. C'est un peu ce que j'ai comme sensation, c'est-à-dire que pour moi, je vois le Motor City Cobra contre Benitez, tu vois, et je vois par exemple, notamment dans le premier combat contre Barkley, je vois le Hitman, et je me dis que il y avait aussi peut-être une sorte de schizophrénie pugilistique chez Hearns, mais quand on a une schizophrénie pugilistique, ça veut dire qu'on est à un tel niveau de boxe, de pugilisme, que ça dit tout, et comme tu dis effectivement, ça aurait été un dream match qui nous aurait pas déplu, Hearns contre Money Mayweather chez les Walter. Effectivement, en tout cas, vous avez tellement, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous replonger dans tellement de combats de Thomas Hearns, tellement dans une carrière incroyable. C'est un fantastique qui est dans nos cœurs. Et oui, Antoine, vas-y. Alors juste dans les combats, alors pas très intéressant sur le fond, mais spectaculaire sur la fin. Regardez son combat contre Jay Snyder. J'en dis pas plus.
C'est très bref, ça dure un round. C'est sur sa fin de carrière. J'en dis pas plus. Il se passe un truc rare. Voilà. Jay Snyder. Regardez ça, YouTube. Jay Snyder. Okay. Parenthèse fermée. Combat de fin de carrière de Thomas Hearns à Detroit, chez lui. Voilà, on n'en dit pas plus. Tout à fait. Et comme on n'en dit pas plus, on va s'arrêter là. Antoine, comme d'habitude, tu sais très bien, c'est un plaisir immense que tu sois avec moi pour ces discussions Hall of Fame. Et je sais que les auditeurs ont un kiff de malade aussi là-dessus. On se retrouvera bientôt pour une prochaine discussion Hall of Fame. À vous, mes pirates, de partager, d'aimer cette vidéo si vous en voulez une autre encore du même acabit. Antoine, merci encore d'avoir été avec nous. On va tous sur 130 livres lire les très beaux textes d'Antoine, 130livres.com, et nous, mes pirates, on se rejoint pour de nouvelles aventures pugilistiques bientôt. Et bouh!